Alors, Benahouda, on s'intéresse d'abord à la situation de l'emploi de la jeune génération en Chine continentale. La jeunesse de Chine populaire qui se détourne massivement des métiers de col bleu. C'est ce qui ressort d'un travail de recherche que nous a transmis une sociologue taïwanaise, Chiang Yi-Lin, de l'Université nationale de Chengxi. Elle l'a effectué pour le Conseil des affaires continentales, un organe officiel de Taipei. Cette désaffection concerne y compris les postes techniques hautement rémunérés. Le travail manuel a du mal à convaincre les candidats à une époque où il n'y a jamais eu autant de diplômés du supérieur en Chine, pratiquement 10,8 millions cette année. L'auteur écrit que certaines personnes n'ont pas d'emploi et d'autres emplois n'ont pas de personnes. Elle expose toute une stratégie d'évitement du travail en usine, y compris en tant que technicien supérieur, y compris en tant qu'ingénieur. La professeure Chiang Yi-Lin établit à quel point la préférence va à présent à un poste administratif. Le col blanc symbolise, dit-elle, l'appartenance à une classe sociale supérieure. Mais pas seulement. Il représente aussi, ce métier de col blanc, un meilleur potentiel d'avancement dans une entreprise pour une implication moins exigeante, somme toute, physiquement et en termes d'horaire aussi. Le ministère chinois de l'Éducation entend y remédier en améliorant l'attractivité de l'enseignement professionnel notamment, mais des doutes s'expriment ici quant au succès de ce projet, tant une partie substantielle de la jeunesse urbaine chinoise a intégré un nouveau contre-courant que nous avons déjà abordé ici, celui dit de l'allongement à plat, le tangping, un détachement de la culture du labeur dans une forme de résistance passive. Et ce rapport considère qu'en cela, les jeunesses chinoises et taïwanaises, au fond, se rejoignent face à une société qu'ils perçoivent, qu'ils estiment inégalitaire dans l'emploi, dans le logement, et puis ils refusent les heures supplémentaires abondantes sans que la rémunération aille avec. Oui. La main invisible, qui, à défaut d'être visible, est-ce qu'elle existe ou pas? Benahouda, réponse à partir de l'expérience d'un marché de légumes en Inde. Oui, c'est une étude menée par le lauréat 2019 du Nobel d'économie, Abhijit Banerjee, et une équipe de chercheurs d'établissements américains, canadiens et britanniques. Elle a été publiée le mois dernier. Ils ont travaillé sur les résultats bénéficiaires de quelques milliers de vendeurs de rues de produits frais à Delhi et à Calcutta, ce qui, au passage, a beaucoup intéressé les journalistes économiques indiens. Ouais. Ces chercheurs établissent des profits nets en moyenne de 29%. Et même après remise, ils atteignent encore 21%. Et pourtant, malgré ces marges très confortable, les vendeurs de rue en question ne tentent pas de développer leur activité. Alors pourquoi? Les économistes réunis sur leur sort constatent plutôt un comportement réticent au risque lorsqu'il s'agit d'expansion et de concurrence vis-à-vis du reste du marché qui les entoure. Ils ne jouent pas sur les stocks, ils ne jouent pas sur leur variété, ils n'essaient pas non plus d'agir sur le prix pour attirer le chaland. Les économistes de cette équipe attribuent ce défaut structurel de concurrence à un certain nombre de facteurs comportementaux. C'est le conservatisme qui prévaut le plus souvent. Les auteurs parlent ici de pratiques commerciales inertielles. Et il est décortiqué dans une expérience de terrain en grandeur nature, même fascinante. Les enquêteurs ont proposé des subventions à la vente sur certains légumes, notamment les carottes et les pois. Et fondamentalement, ça n'a pas modifié leur approche commerciale. On veille à ne pas irriter les concurrents, on ne veille pas à irriter l'entourage, et on redoute de sortir de la connaissance commerciale que l'on a, celle de ses grossistes, celle de ses clients, et de son produit historique. Et il y a aussi une aversion au risque, aux pertes. C'est-à-dire que la crainte de voir sa marge se tasser éventuellement l'emporte sur la probabilité supérieure de prendre de l'essor économique et de l'essor commercial, ce qui forcément réduit l'appétit de concurrence dans son milieu. Et les auteurs pensent que les pouvoirs publics peuvent ainsi mieux comprendre pourquoi leurs interventions en faveur d'une meilleure compétitivité sur le marché de détail en Inde n'ont eu dans ce domaine que des succès restreints. Ouais, au détriment du consommateur, quand même. Exactement. Finalement. Allez, on termine avec un détour par l'Espagne. Benahouda, est-ce qu'il y a un lien entre la taille des adultes et leur statut socio-économique? Oui.
Un diplômé du supérieur en Espagne mesure 3 cm de plus que celui qui a arrêté ses études très tôt. Alors, ce n'est bien entendu pas Mais il continue pas de grandir parce qu'il fait des études. Non, mais on va voir, comment dire, auparavant, quelle est l'explication. C'est ça le sens de cette étude particulièrement instructive et qui donne beaucoup d'indications pour le reste de l'Europe. Alors, première explication, bien entendu, c'est pas parce que l'un est resté plus longtemps assis que l'autre, déjà. Alors, il y a un pédiatre britannique cité ici qui a eu cette formule en 1986. Ouais. L'évolution de la taille moyenne constitue le miroir de la condition d'une société. Et les économistes espagnols ici tentent de le prouver. Begoña Candela Martínez, de la faculté d'économie de Murcie, ouais, et ses collègues de différents établissements espagnols et allemands en font la preuve, en tout cas, d'une corrélation entre la catégorie sociale d'un jeune espagnol et sa croissance physique au cours de plusieurs décennies. Alors, avoir fait des études à cet égard s'avère encore plus déterminant que d'exercer ensuite une profession bien rémunérée. Ah ouais. 3 cm, on peut dire que c'est beaucoup, c'est peu, mais en fait c'est beaucoup. Cela correspond à des décennies de développement socio-économique de la nation espagnole. Autrement dit, un enfant de famille pauvre d'aujourd'hui n'aura adulte que la taille moyenne de la population masculine de l'Espagne des années 1960. C'est dire l'importance de cette évolution. Alors les auteurs ont aggloméré, croisé beaucoup de données, vous en doutez, sur des décennies. Alors niveau d'éducation, donc statistiquement, l'appartenance à un foyer fiscal de telle ou telle tranche paraît de plus en plus liée au fait de mesurer 1,75 m parmi les hommes nés à partir des années 1960, par rapport à ceux qui font 1,60 m ou 1,65 m. D'accord. Alors chez les femmes, il est plus difficile, nous dit-on ici, de démontrer un lien, notamment parce que l'accès à l'université, pour elles, a été historiquement bien plus tardif. Il y a toutefois globalement moins d'inégalités sous la toise en Espagne que pour les générations nées dans les années de guerre civile, puis la Deuxième Guerre mondiale, 30 et 40. La démocratisation ou bien la massification de l'enseignement supérieur, plus encore que le niveau de revenu, encore une fois, devient un paramètre d'analyse aussi significatif que l'évolution biologique, l'accès à la santé ou bien le régime alimentaire.